Alors, changement d'ambiance, hein, vous savez, chez Melsion, on aime bien vous montrer le monde dans toute sa diversité. Et je laisse les républicains quitter la scène. Et j'invite à mes côtés quelqu'un à qui j'ai demandé de jouer un rôle qui n'est pas naturel. Je ne pense pas qu'il soit encarté au nouveau Front populaire. Il nous le dira s'il le souhaite. C'est pas tout à fait important. Ce que je lui ai demandé de faire, c'est qu'en tant qu'avocat fiscaliste, de simuler ce que le programme fiscal du nouveau Front populaire allait vous faire. Alors, je sais que récemment, il semblerait qu'on évita un gouvernement nouveau Front populaire, mais mieux vaut vous prévenir que guérir. Donc, je vais demander à Christophe Auger de venir me rejoindre sur scène et nous présenter... Oh bon, on peut l'applaudir, hein, regardez, il rentre comme une star. À mon avis, un ami de Lucie Castet, hein, je dis ça, je dis rien. Voilà, le micro... On a le prompteur. Alors ici, on sait qui a écrit les choses du prompteur. Normalement, c'est toi. Hein. Normalement, c'est moi. Voilà. Et donc, merci d'avoir accepté de jouer ce rôle quand même un peu contre nature. Contre nature. Un peu contre nature. Bien entendu, j'ai évité de dire à mes clients que j'allais animer ce matin une session visant à exposer en détail les mesures envisagées par le nouveau Front populaire et les divers gouvernements qui peuvent effectivement postuler dans le cadre de la refonte et de la nomination du futur Premier ministre. Le premier sujet... alors, Patrick, j'ai pas le... Ah, ben voilà. Le premier sujet dont on a tous entendu parler, c'est celui du retour de l'ISF. Le retour de l'ISF, alors j'ai voulu commencer par ça parce que dans tous les gouvernements pressentis, et même avant qu'on ait cette refonte, il apparaissait que l'IFI tel qu'il avait été mis en place en 2018 devait être revu puisqu'il y avait un courant très très fort visant à réintégrer dans l'assiette imposable tous les titres qui constituaient des titres financiers et ne pas limiter l'IFI à la seule problématique immobilière. Alors si cette réforme devait avoir lieu, quelques petites précisions et puis quelques pistes de réflexion parce qu'il faut quand même que je défende mon métier et l'apport qu'on peut avoir pour nos clients. Je vous rappellerai en quelques mots que l'ISF avait été créé en 1982 sous un gouvernement Mitterrand, qu'il a connu diverses évolutions, qu'il a été fortement critiqué parce qu'on considérait que c'était un impôt injuste, qui coûtait cher et qui rapportait peu. Dans ce qu'on envisage, on nous dit que ce nouvel ISF pourrait rapporter 150 milliards d'euros de recettes d'ici 2027, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est toutes les déperditions que crée un élargissement du champ d'application de l'IFI aujourd'hui. On s'est rendu compte dans nos cabinets que dès lors qu'on élargissait le champ d'application de l'ISF ou qu'on était un petit peu plus dur en excluant certains biens professionnels, eh ben, un certain nombre de nos clients, chefs d'entreprise ou autres, se ruaient dans nos cabinets pour savoir comment échapper à l'ISF, voire comment échapper à une imposition totale, impôt sur le revenu et ISF en France. Dans ce qui nous est annoncé, et c'est sans doute une des mesures qui pourrait être mise en œuvre, c'est un abaissement du seuil d'imposition. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le seuil de déclenchement de l'ISF, c'est 1 300 000 €. On passerait à 800 000 €. Inutile de vous dire que ça viserait nécessairement un grand nombre de personnes. On aurait un doublement des taux. Aujourd'hui, on est capé à 1,50 au-delà de 10 millions d'euros. Ça pourrait donc amener à des impositions qui seraient relativement plus importantes. On aurait la mise en place d'un coefficient multiplicateur vert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gouvernements pressentis s'interrogent, et on le voit sur d'autres aspects, sur l'intégration dans les diverses mesures fiscales
d'une composante écologique. Alors, ce coefficient multiplicateur, ça veut dire que selon la composition de votre patrimoine, vous pourriez avoir des sortes de majorations qui iraient jusqu'à 25%. Inutile de vous dire que ceux qui ont investi dans des entreprises avec des hauts potentiels carbone ont intérêt à réviser leurs notes si toutefois ça doit aller jusqu'au bout, puisque nécessairement ça aura un impact direct sur leur imposition. La bonne nouvelle, on a longtemps entendu parler de l'intégration dans le nouvel ISF des outils professionnels. Vous savez aujourd'hui que un actif professionnel est exonéré dès lors qu'il répond à un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'il faut que vous déteniez un certain pourcentage de l'entreprise, que vous y exerciez votre fonction, que vous en tiriez un certain nombre de revenus, un pourcentage de revenus. Et Dieu merci, si la réforme passe, a priori, les biens professionnels resteraient exonérés du nouvel ISF. Et accompagnant cette mesure, on aurait un retour en grâce d'un abattement pour les mandataires sociaux, d'un abattement de 50%. Vous savez qu'avant, ils étaient exonérés. Et puis, si on remet l'ISF tel qu'il existait, on aurait cet abattement de 50% et les pactes du Treil seraient à nouveau pris en compte. Alors, cette fois, à nouveau, dans le cadre d'un abattement limité à 50% avec une petite contrainte, c'est-à-dire que l'engagement collectif, qui est normalement de 2 ans, passerait à 6 ans pour bénéficier de cet abattement de 50%. Alors on peut se dire que tout ça c'est dramatique et on aurait raison de le penser, et en même temps il y a sans doute des parades qui existent déjà aujourd'hui, on le voit au sein de nos cabinets, c'est-à-dire que l'IFI ou l'ISF ce sont des impôts injustes mais qu'on peut maîtriser, juguler, voire éviter totalement. La première chose c'est que si on devait avoir un retour de l'ISF, on peut se dire que tous les dirigeants d'entreprise auraient intérêt, dès lors que les actifs professionnels seraient exonérés, de placer leur trésorerie excédentaire au sein de la structure. Alors ça, c'est un réflexe naturel, on se dit super, toutes mes économies sont au sein de la structure qui est un actif exonéré, donc je ne vais plus payer d'ISF. Attention toutefois, l'administration a déjà eu à s'interroger sur ce type de manœuvre et considère que bien sûr, la trésorerie placée au sein d'une entreprise est exonérée dès lors que c'est un actif professionnel, mais encore faut-il que cette trésorerie soit nécessaire à l'activité de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il faudra quand même que vous réfléchissiez à l'utilisation qui sera faite de cette trésorerie au sein de l'entreprise. Une stratégie qui nous paraît plus efficace, c'est d'aller viser le plafonnement, puisque dans tout ce qui nous est annoncé, a priori, les mesures de plafonnement, qui consistent, je vous le rappelle, à ce qu'un contribuable ne paie pas plus de 75% de ses revenus en impôt sur le revenu et en ISF ou IFI, consiste donc à aller chercher des stratégies où vous allez transformer vos revenus ordinaires ou limiter vos revenus ordinaires pour que vous ne soyez jamais assujettis à des impositions qui aillent au-delà de 75% de ce que vous gagnez. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, où on va transformer des revenus ordinaires en plus-value, où on va chercher des stratégies où on va se verser une année donnée des revenus et puis limiter les années suivantes pour aller chercher des effets de plafonnement et de limitation de l'imposition qui découlera de l'ISF. Donc, c'est là où je me sens un petit peu plus à l'aise de présenter ce programme, c'est qu'à chaque fois qu'on a des dispositifs fiscaux qui sont un peu contraignants, on a des parades qui sont plus ou moins efficaces et qui s'inscrivent. Alors, j'aurais peut-être dû commencer mon exposé par ce point. La fiscalité française est une des fiscalités les plus contraignantes qui existent au niveau européen. On a des taux d'imposition qui sont relativement élevés, bien qu'on ait connu depuis ces 5-10 dernières années une certaine accalmie, une baisse et une compétitivité accrue. On a un impôt sur le revenu avec une tranche marginale à 45%, des prélèvements sociaux à 17,2%. On a en ligne directe et en matière de droit de succession des tranches qui vont jusqu'à 45%. On a l'ISF ou l'IFI. Mais à côté de tout ça, on a plein de mesures qui nous permettent, dès lors qu'on est un petit peu organisé, d'anticiper. Et je pense que ce qu'il faudra retenir de ce petit séminaire, c'est que sous un nouveau gouvernement comme avant, l'anticipation, c'est la seule chose qui vous permettra de limiter, d'échapper, d'organiser et de transmettre ou de vivre un petit peu mieux ou avec une fiscalité plus intéressante. Alors j'évoquais l'impôt sur les successions. Vous savez que c'est un impôt qui a été créé il y a maintenant un certain temps. Alors ça fait rêver quand on voit les taux d'imposition qui existaient à l'époque, 1%.
Aujourd'hui, je vous le rappelle, en ligne directe, on va jusqu'à 45%, en ligne indirecte, on va jusqu'à 60%. On est, en Europe, un des pays où les successions sont les plus taxées, à la fois parce qu'on a des taux qui dépassent souvent ceux de nos voisins européens, et surtout parce qu'on a des abattements qui sont faibles, voire quasi inexistants, alors que quand vous allez en Espagne, en Italie ou dans des pays très, très proches, on arrive à avoir des exonérations ou des seuils d'abattement qui vont jusqu'à plusieurs millions d'euros. Donc le sujet des successions, c'est un sujet très prégnant parce que on sait qu'aujourd'hui, on a eu des va-et-vient, on a eu plutôt tendance à augmenter les taux avec des taux progressifs. On a aujourd'hui quelque chose de très progressif avec un taux qui vaut jusqu'à 45%. Et ce qu'on nous promet, ce qu'on nous annonce, c'est finalement la mise en place de 16 tranches, ce qui est déjà très important, avec une très mauvaise nouvelle, c'est qu'on pourrait aller jusqu'à 100%, ça fait partie des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'au-delà de 12 millions d'euros, finalement, toute transmission serait complètement confiscatoire. Et si vous regardez bien, à partir de environ 1 million d'euros, vous êtes à plus de 50%. Ce qui veut dire que, alors, on parlerait de tout ça au fin fond de la France, on nous regarderait peut-être avec des grands yeux, mais en région parisienne et dans nos cabinets, 1 million d'euros, c'est peu. Et ça veut dire que tous ceux qui n'auront pas pris la mesure, si cette disposition devait passer, tous ceux qui n'auront pas pris la mesure de l'incidence et du coût d'une succession non préparée, non anticipée, en paieront le prix fort. Alors, lorsqu'on a eu cette dissolution de l'Assemblée, on a beaucoup de nos clients qui sont précipités dans nos cabinets en disant « qu'est-ce que je peux faire avant que le pire arrive? Est-ce que je dois distribuer des dividendes? Est-ce que je dois restructurer? Est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois faire ?» De notre côté, on a été assez prudent. On a considéré que on était toujours sous le joug de mesures qui pouvaient être très contraignantes et d'une loi de finances rectificative qui pourrait avoir des effets relativement néfastes. On a beaucoup de nos confrères qui ont conseillé à certains de leurs clients de faire des distributions de dividendes et de profiter de la flat tax se disant 30% c'est fantastique, jamais on aura mieux, et ce qui est pris est pris. Il s'avère qu'avec une loi de finances rectificative, on pourrait subir des effets assez néfastes et voir cette flat tax disparaître au profit d'une imposition au taux progressif. En matière de donation et de succession, et surtout de donation, les choses sont un tout petit peu différentes puisque par définition, les droits de donation sont des droits d'enregistrement. Une fois qu'ils sont acquittés, l'acte est passé, est définitif et il n'y a pas de retour en arrière possible. Autrement dit, encore aujourd'hui, si vous estimez que les droits de donation ou de succession, alors là c'est le droit des successions, mais le barème des droits de donation est celui des droits de succession. Ce qui veut dire que si vous avez envie de doter quelqu'un de votre famille, il faut se précipiter pour le faire, parce que effectivement les taux qu'on a aujourd'hui pourraient amener à évoluer. Ça c'est le premier point. Au-delà de ce point, je l'évoquais tout à l'heure, mais on a un dispositif fantastique pour les chefs d'entreprise, notamment, qui est le dispositif Dutreil, qui vous permet, lorsque vous êtes titulaire d'une entreprise que vous voulez faire passer à vos enfants, de bénéficier d'un abattement de 75% sur la base taxable. Alors, le dispositif Dutreil, ça fait des années qu'on nous dit qu'il va être abrogé, il est attaqué, on voit des décisions, mais il perdure parce qu'on s'est rendu compte que c'était un outil fantastique dans le paysage français pour pouvoir transmettre des entreprises, notamment des entreprises familiales. Donc, ça, a priori, ça ne sera pas attaqué. Ça veut dire que si vous voulez transmettre une entreprise en ayant une taxation la plus réduite possible, 25%, le Dutreil, avec des conditions qui ne sont pas non plus excessivement coercitives, vous permet de transmettre une entreprise à moindre coût. Et je rappelle que le Dutreil, et ça peut valoir pour toutes les successions, peut être couplé avec un démembrement de propriété, ce qui veut dire que vous pouvez quasiment doubler par 2 la réduction selon l'âge que vous avez, puisqu'on va appliquer sur le barème des droits un tarif qui va dépendre de l'âge que vous avez, et plus vous avancerez dans le temps, moins vous aurez de réduction, mais si vous y prenez suffisamment tôt, vous pouvez avoir des réductions qui vont au-delà de 50%. Alors comme Patrick me dit que je suis trop long, je vais essayer d'accélérer un petit peu le processus. Vous l'attendiez, il va arriver. Là aussi, on a de quoi se réjouir. On avait eu des baisses progressives d'impôts sur le revenu. Et malheureusement, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va à nouveau
exploser en termes de tranches, puisqu'on pourrait, dès 411 000 € être à plus de 95% de taux de taxation. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, on est en train de parler de l'impôt sur le revenu, qu'il faudra quand même y ajouter les prélèvements sociaux, la contribution sur les hauts revenus, et que si vous faites le compte, je pense qu'on va allègrement dépasser les 100% pour les tranches marginales. Est-ce qu'on a des solutions? Sans doute. Sans doute. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que on a deux structures de revenus. On a les revenus ordinaires et on a les plus-values, que ce soit les plus-values immobilières ou les plus-values mobilières, qui, l'une comme l'autre, bénéficient de régimes de taxation qui sont relativement intéressants, à double titre. D'une part, parce qu'on a des taux forfaitaires, donc ça veut dire que quand vous êtes lourdement imposé, vous avez intérêt à aller chercher un taux forfaitaire qui peut être un taux de 12,8% sur la flat tax ou 19% sur de l'immobilier, et que vous bénéficiez en plus d'abattements pour durée de détention. L'idéal, c'est d'aller chercher ces abattements, coupler un taux d'imposition faible et de transformer du revenu en plus-value. Ce qui vous permettra de baisser dans les tranches et d'espérer ne pas vous retrouver au-delà de 44 000 € à plus de 35%. Je pense que nous sommes pas mal dans la salle à être concernés par cette problématique. J'évoquais aussi la possibilité de l'interposition d'une personne morale. On voit beaucoup de nos clients qui souffrent, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, demain et après-demain, de l'impossibilité de juguler l'impôt parce qu'ils perçoivent des revenus dont ils sont tributaires. Il n'y a entre eux et la source de revenus aucune personne morale, aucune interposition qui leur permette de distribuer quand ils ont envie et de créer entre le Trésor public et eux un écran qui est celui, souvent, de ce qu'on appelle la holding. Donc je vous invite à réfléchir, et ça marche dans beaucoup de cas de figure, sur l'interposition d'une société personne morale qui vous permettra de vous distribuer des revenus comme vous le voulez et qui permettra aussi, dans des stratégies de transmission, d'avoir beaucoup plus de leviers que vous n'en auriez aujourd'hui. Alors, en 2018, on nous a apporté un outil fantastique, qui est celui de la flat tax. La flat tax, c'est quoi? C'est la possibilité d'être taxé à un taux forfaitaire pour les plus-values mobilières comme pour les distributions de dividendes de 30%. Ce 30% intégrant 12,8% d'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous aviez un taux d'imposition marginal supérieur à 12,8%, ce qui est très très vite arrivé, vous aviez intérêt à être taxé selon le régime de la flat tax. Je vous rappelle que le régime de la flat tax n'est pas obligatoire, vous aviez toujours la possibilité de choisir sur option l'imposition au barème progressif avec le bénéfice d'un abattement de 40%. Cette flat tax pourrait être supprimée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ou demain, si ça arrive, l'ensemble des revenus serait taxé au taux proportionnel. Et si on doit revenir sur le slide précédent, j'aime bien vous faire un petit peu mal, ça veut dire que vous serez vraisemblablement à beaucoup plus que 12,8%, auxquels s'ajouteront les prélèvements sociaux. Il y a quelques bonnes nouvelles. Les frais d'acquisition seront déductibles, les frais de conservation seront déductibles et les déficits que vous avez pu générer les années précédentes, notamment les moins-values en report, pourront s'imputer sur les éventuelles plus-values avant d'être taxés à des taux relativement prohibitifs. Alors, c'est un véritable retour en arrière, étant précisé qu'il y a peut-être quelques éléments positifs, puisque avant 2018, et ça perdure pour les titres qui ont été acquis avant cette date, on avait la possibilité, je vous l'ai rappelé, d'être imposé selon un barème progressif, mais après application d'un abattement qui pouvait aller jusqu'à 85%. Aujourd'hui, lorsque nous faisons nos opérations de restructuration et que nous simulons l'intérêt d'être à la flat tax ou, pour les dirigeants qui répondent à l'ensemble des conditions, l'intérêt d'une imposition au taux progressif avec l'application d'un abattement de 85%, on se rend compte que dans la majorité des cas, l'application de l'abattement de 85% et du barème progressif est plus intéressant que la flat tax. Donc, si la flat tax devait disparaître et si nous devions récupérer ou bénéficier de la possibilité qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de suppression de cet abattement pour durée de détention et notamment pour les créateurs d'entreprises, le 85% c'est pour les créateurs, ceux qui ont souscrit à la création d'une entreprise dans les 10 ans de sa création, on pourrait
se retrouver dans un certain nombre de cas avec des configurations qui ne seraient pas si dramatiques que ça. Alors tout ceci sous réserve effectivement d'une absence de revalorisation des taux d'imposition, parce que ça vaut avec les taux qu'on connaît aujourd'hui. Dès lors qu'on aurait des taux complètement délirants comme on les voit apparaître dans les projets de loi, il est possible que ça perde de son intérêt. Alors comme j'ai compris que vous aviez tous envie de quitter le pays, je tiens à vous rappeler très rapidement qu'il y a un dispositif qui existe, dont on nous a annoncé le retour, mais c'est un faux retour, ça s'appelle l'exit tax. L'exit tax a été créé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dirigeants bien intentionnés qui, au moment de céder leur entreprise, avaient des vues sur un pays voisin, ami, la Belgique, où, par miracle, ils étaient exonérés d'impôts sur la plus-value. Donc on a mis en place un dispositif qui vise à leur faire prendre conscience que s'ils partent trop vite, qu'ils réalisent trop vite une plus-value et qu'ils reviennent après, ça va leur coûter cher. Ce dispositif a évolué dans le temps et il y avait quelque chose de très intéressant, c'est qu'il frappe les gens qui ont un patrimoine, des titres de plus de 800 000 euros ou de plus, à l'heure actuelle, de 50% des titres d'une entreprise. Et dans les mesures qui nous sont annoncées, celle qui est la plus inquiétante, c'est qu'effectivement, on reviendrait à un seuil de détention de 1%. Autrement dit, dès lors que vous aurez investi dans l'entreprise du fils d'un ami et que vous aurez pris 3, 4, 5%, vous serez visé par ce dispositif. Alors, il faut mesurer quand même le sujet. L'exit tax tel qu'il existe aujourd'hui a un avantage, c'est que vous bénéficiez d'un sursis de paiement dès lors que vous choisissez un pays de destination avec lequel la France a conclu une convention visant à l'assistance administrative et au recouvrement, et qu'au bout d'un certain temps, 2 ans ou 5 ans selon la valeur des titres, vous bénéficiez d'un dégrèvement. Mais ça veut dire une fois de plus que si vous envisagez de partir à l'issue de ce séminaire, il faudra quand même planifier un petit peu les choses dans le temps. J'ai d'autres bonnes nouvelles. Qu'on va lister rapidement. Mais qu'on va lister très rapidement. Ce qu'il faut retenir, et je pense qu'on sera un peu moins à être concerné par ces mesures, c'est que dans les 2-3 choses qu'on a vues paraître par-ci par-là, il y a un sujet de super taxation pour les entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc si vous voulez, ceux qui sont concernés, vous viendrez me voir et puis on en discutera. On a de façon assez symbolique la mise en place de mesures qui visent à prendre en compte ce qu'on appelle la dépense ou la dépense carbone. C'est-à-dire que de plus en plus, et ça c'est un mouvement qui, à mon avis, indépendamment des gouvernements, va prendre corps, de plus en plus les investissements, ça le vaudra pour l'ISF, pour l'IFI, peut-être même pour l'impôt sur le revenu, on risque d'avoir des réductions d'impôts qui seront liées à des investissements qui auront une empreinte carbone la plus légère possible. Et pour ceux qui aiment bien boursicoter, on avait déjà une taxe sur ce qu'on appelle les transactions financières intraday. Vous savez, ceux qui s'amusent à acheter et vendre au sein de la même journée. Et certaines entreprises conduisaient une taxation qui va être a priori et qui pourrait être augmentée. Voilà. Alors, la taxation sur la richesse excessive au sein de l'Union européenne, je crois que je vous en ai déjà dit un petit mot. Je vais peut-être être plus discret pour la suite. Voilà, ben merci Christophe. Merci. Il y a certainement des questions et je voulais vous dire que les questions les plus sensibles, vous irez les lui poser dans son bureau. Voilà. Celles qui sont un peu moins sensibles, est-ce qu'à 740 millions, j'ai un vrai risque d'être considéré comme une entreprise, comment tu disais, les entreprises de plus de 750 millions ? Super performante. Super performante. Ça peut s'évoquer tout à l'heure au café, hein, pas de honte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce premier paysage qui n'arrivera pas, bien sûr. Alors, je voudrais juste vous rappeler, pour un certain nombre d'entre nous qui avons quelques années, 2 périodes de l'histoire fiscale française qui sont dans les mémoires des entrepreneurs, 81-83 et puis 2012-2014. Hein ? Quand la machine se met en route et produit des nouvelles fiscalités créatives, au bout de 2 ans en général, son application est réduite. Il y a des choses qui se mettent en œuvre pour réduire les effets négatifs. Mais en général, la mesure demeure et survit très très bien dans le temps.
Donc c'est pour ça qu'on voulait vous emmener un petit peu dans ce paysage enchanté de la fiscalité potentielle française, qui est déjà la plus élevée au monde, ou la deuxième plus élevée au monde. Mi bout à bout, on est bien placé. On est bien placé. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Christophe avant qu'on continue notre chemin? Oui. Oui, alors d'abord, merci d'avoir fait la publicité des donations, parce que je suis notaire. Donc, effectivement, c'est une bonne... Je pense qu'effectivement, les gens qui ont un projet de donation, en tout cas, ils ont intérêt à l'accélérer. Après, vous avez parlé de taux qui sont totalement confiscatoires. Quelles sont les limites qui existent? Parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu, quand Hollande avait été élu, il avait proposé une taxe sur les super profits, je ne sais pas quoi, et tout, ça n'avait pas pu passer. Quelles sont les limites qui existent par rapport à ça? Alors, je pense qu'il y a deux précisions qui s'imposent. La première, pour rebondir sur ce que disait Patrick, c'est vrai que toutes ces mesures, on sait que ce sont des effets d'annonce pour certaines d'entre elles. Ce sont des effets d'annonce qui ont été liés à un programme, à une volonté d'être élu. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, avec toutes les tractations et les décisions qui ont été prises par Macron de ne pas nommer quelqu'un qui serait aussi facilement sorti des rangs du groupe qui est arrivé en tête, c'est qu'a priori, il se dit que le futur gouvernement pourrait être un gouvernement d'experts. Pourquoi un gouvernement d'experts ou de techniciens? Ça veut dire qu'on irait chercher des gens qui seraient moins connotés politiquement et qui auraient vocation à réunir tous les camps. En réunissant tous les camps, par définition, vous allez chercher un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, et donc vous allez dans le consensus. Autrement dit, on s'est fait peur, mais il est fort probable que toutes les mesures qui ont été annoncées, notamment celles qui vont sur des taux qui sont totalement confiscatoires, ne soient jamais mises en œuvre ou jamais tentées d'être mises en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que l'agenda se précipite un petit peu, puisque normalement, vous le savez, au 15 septembre, on devrait avoir une présentation d'un budget qui n'a donc pas été élaboré et qui sera sans doute difficilement présenté, ou dans des termes, à mon avis, les plus réduits possibles, pour qu'on puisse tenir le calendrier. Ça veut dire que les mesures extrêmes me paraissent difficilement être présentées si toutefois on devait aller jusqu'au bout du sujet. Et puis enfin, on a un gardien d'un certain nombre de principes en France, c'est le Conseil constitutionnel, qui est là pour venir taper sur les doigts des gouvernements ou des assemblées qui ont des idées de loi qui parfois contreviennent. Alors ce qu'on voit plus aujourd'hui, c'est le sujet de la liberté de circulation des capitaux plutôt que de celui de la privation, parce qu'on n'a pas eu ces derniers temps de loi qui visait à imposer sur des seuils qui étaient totalement confiscatoires. Mais il est probable que si on avait des seuils à 90-95%, augmenter des prélèvements sociaux, augmenter de la contribution sur le revenu, dont je n'ai pas entendu qu'elle allait disparaître, on puisse avoir un secours du Conseil constitutionnel. Alors, on a peut-être un gouvernement d'experts, mais en tout cas, on a des questions d'experts. Pardon, bonjour, je suis avocat aussi fiscaliste. Il y a peut-être juste pour le dire, il y a un taux qui ne devrait pas être dépassé, c'est 75% d'une manière générale. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, quand on est au-dessus, ça devient confiscatoire. Ce qui veut dire que là, c'est quand même de la politique fiction pour une bonne part. Parce que quand on parle de taux à 90% sur l'impôt sur le revenu, c'est pas possible. Donc voilà. Enfin, en tout cas, il faudrait changer la Constitution, ou en tout cas une jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et pareil pour peut-être les transmissions de patrimoine. Voilà, donc on est quand même dans une approche très très politique. Ensuite, je crois qu'effectivement, anticiper, c'est toujours une bonne chose. Alors, pour répondre sur le sujet, c'est vrai que les mesures les plus drastiques ont été annoncées par un groupe dont tout le monde semble vouloir s'écarter. Donc ça, c'est le premier point positif. Le second point positif, c'est qu'effectivement, le seuil de 75%, on se rend bien compte que c'est difficile à expliquer, à justifier, et qu'aujourd'hui, ça ne passe pas. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas développé, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des taux d'imposition qui ont augmenté, et on le sait tous, ça a conduit à des fuites fiscales importantes, des exit tax. Donc, le gouvernement futur prendra, à mon avis, en compte le fait qu'à chaque fois qu'il y a des réformes et que ces réformes conduisent à des taux d'imposition qui augmentent, il y a de la disparition de la masse imposable. Voilà. Bonjour et merci pour votre intervention. Du coup, vous nous avez très bien fait comprendre que ce qu'il va falloir faire, c'est limiter ces salaires.
Je pense qu'effectivement, toute cette présentation touche beaucoup les très gros revenus. Mais ce qui est plus intéressant, c'est pour notre sujet, c'est ce qui va plus toucher les entrepreneurs. Et ma question se dirige plus vers les solutions de créer des sociétés pour, en fin de compte, vivre, parce qu'on se rend compte que quand on est salarié de sa société, pour dépenser 1 euro, il faut en fin de compte en gagner souvent 2,8, je crois. Et du coup, ma question se tourne sur le fait que demain, en fait, est-ce qu'on va pas tous créer des holdings personnels, et où sera la limite entre l'abus de bien social et justement le fait de faire tourner une entreprise, quoi? C'est une bonne question. Je vais vous répondre en 2 temps. Une petite boutade, puis après j'essaierai d'être un petit peu plus sérieux. Ces 2 amis juristes qui dînent ensemble, et le premier dit au second, « C'est marrant, je n'ai jamais dîné avec une personne morale. » L'autre réfléchit et lui dit, « Moi non plus, mais je l'ai souvent vu payer l'addition. » Je ne partage pas ce sentiment, mais pour autant, la création d'une personne morale a plusieurs vocations. Alors, le terme de l'intervention aujourd'hui, c'est le fiscal, mais je crois qu'il y a un autre pendant qui est aussi important, c'est le social. Quand on conseille des dirigeants d'entreprise sur la création de structures, bien entendu, on prend en compte l'aspect social, l'aspect fiscal et tout ce qui va avec. Alors, vous avez évoqué l'abus de droit, l'acte anormal de gestion. C'est des notions, avec nos amis notaires, qu'on manie tous les jours, parce que le sujet fiscal, aujourd'hui, c'est devenu un gros mot. C'est-à-dire qu'on a eu l'abus de droit, et maintenant on a le mini-abus de droit. Autrement dit, toute mesure qui serait dessinée par un motif quelque peu fiscal pourrait être sujet à critique de la part du Trésor public. On veille quand même, lorsqu'on crée des structures, à leur donner un petit peu de substance, à les faire exister et à faire en sorte, au fil du temps, que ces structures deviennent de plus en plus importantes. Ça veut dire quoi? On s'aperçoit que quelqu'un qui vient nous voir pour dire « je suis salarié, mais je ne veux plus être salarié, je ne veux plus subir ça, je vais créer ma structure et je vais prester », au fil du temps, sa structure va devenir beaucoup plus importante, une holding d'investissement pour une petite prise de participation d'une société, pour de la diversification, ce genre de choses. Donc, bien entendu, si vous destinez à organiser votre patrimoine, il faut le faire sérieusement, il faut que la structure qui existe remplisse ses fonctions, qu'on ait une assemblée générale, qu'on ait des organes de gestion qui fassent leur boulot, mais dès lors qu'il y a à côté de l'aspect fiscal une organisation, et alors ça a été jugé et rejugé par le comité de répression de l'abus de droit, dès lors que vous structurez votre patrimoine, on peut difficilement vous reprocher de le faire, y compris lorsque vous rendez liquide un certain nombre d'actifs. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à créer des structures et à les inviter à dîner au restaurant de temps en temps. Je pense qu'on peut remercier Christophe Auger. Merci Christophe.